Donc bienvenue à cette table ronde sur les low-tech comme source d'inspiration pour la création. Je suis Timothée Sylvestre, directeur d'IDEAS Laboratory, qui est un laboratoire d'innovation ouverte qui regroupe un certain nombre d'entreprises, d'institutions, de collectivités, de start-up pour imaginer les solutions de demain, les tendances, voilà, ce qui va faire vivre la société. Donc je suis avec Kevin qui va animer cette table ronde. Merci Timothée. Donc, je suis Kevin Lesley, chef de projet à IDEAS Laboratory sur la thématique des ressources limitées et des low-tech. Et on a vu émerger depuis quelques années un fort intérêt autour de cette thématique des low-tech. Et pas mal de gens commencent à se poser des questions sur l'omniprésence des high-tech dans notre société occidentale et sur leur pertinence vis-à-vis de nos besoins réels. Donc c'est avec grand plaisir que nous allons animer cette séance autour des rapports entre ressources, low-tech, art et création avec Timothée. Et donc pour cela, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Richard Wittels, qui est un artiste multimédia du RIX, le centre d'art et sciences de Riga en Lettonie, qui réside actuellement à Seattle. Et donc le RIX, c'est à la fois un lieu d'échange entre des artistes, des scientifiques, qui accueille des artistes à la croisée de la science, des arts et de la technologie, et qui ont notamment un intérêt marqué pour l'environnement. Donc Richard présente en ce moment au salon le projet Cloud Farming, dont il vous parlera un peu en détail après. Et on accueille aussi Quentin Caille, qui est un maker artiste du collectif Scene. Bonjour. Et qui est, voilà, c'est un collectif dédié à de la bidouille informatique, vidéo, expérimentation sonore et lumineuse. Vous avez aussi une représentation des Dream Machine à Experimenta que je vous conseille d'aller voir. C'est assez décoiffant. Et enfin, Clément Chabot, juste à ma gauche, qui est responsable des projets d'innovation du Low-Tech Lab. Alors le Low-Tech Lab, c'est un projet de l'association Gold of Bengal qui, en parallèle d'une expédition en bateau qui s'appelle Nomade des mers, a pour but de sourcer, documenter, diffuser, tester des innovations low-tech à travers le monde et en France. Et nous aurions aussi dû avoir Christian Duquesnoy. Tout à fait, qui est physicien et ingénieur-chercheur à l'IRSTEA. L'IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Malheureusement, ce matin, il s'est blessé. Et c'est pas une histoire de neige ou de TER ou de trucs comme ça, c'est qu'il est vraiment à l'hôpital. Donc on s'excuse pour lui. Et donc on va commencer la table ronde. Donc dans ce contexte de raréfaction des ressources, la low-tech apparaît comme une solution utile et évidente. Mais réellement, c'est quoi les low-tech, Clément? Et peux-tu nous montrer des exemples précis de ce que tu connais? Bonjour à tous, moi c'est Clément. Je suis ingénieur et je travaille dans un projet associatif qui s'appelle le Low-Tech Lab. En Bretagne, on est basé à Concarneau. Et sur ce projet, on est plusieurs. Il y a aussi Camille, Amandine, Corentin et PA qui ne sont pas là mais que je représente. Et je vais vous raconter un peu vite fait comment au Low-Tech Lab, on perçoit et on développe les low-tech. Est-ce qu'on peut... Alors c'est low-tech, donc je vais mettre... Ah, c'est bon, c'est technologique. Donc le Low-Tech Lab. Bon, avant de commencer, je vais commencer par cette petite photo. Je pense que vous reconnaissez tous ce petit bijou qu'on partage, qui est le seul endroit où on connaît de la vie aujourd'hui. Les dernières estimations disent qu'on est 7,5 milliards d'Homo sapiens à se la partager. Mais il n'y a pas du tout d'équité en accès aux besoins pour avoir une vie décente entre ces 7,5 milliards de semblables. Pour reprendre vite fait les chiffres de la Banque mondiale, pour ne pas dire de bêtises, je regarde. Alors sur ces 7,5 milliards de personnes, il y a 660 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire qu'ils consomment une eau impropre à la consommation humaine. Donc il y a la population de l'Europe qui n'a pas accès à de l'eau consommable. Il y a en plus 1,2 milliard de personnes qui n'ont aucun accès à l'électricité. Et un chiffre que je trouve assez surprenant aussi, c'est qu'aujourd'hui on a encore 2,8 milliards à cuisiner avec du feu de bois. 2,8 milliards de personnes qui font du feu de bois tous les jours, ça fait couper pas mal de forêts. Et c'est aussi responsable de 5 à 6 millions de morts par an
dû à l'intoxication avec des fumées. Et pour terminer, parce que tous ces gens ont besoin de solutions, le problème c'est que les solutions en général elles ne sont pas accessibles, parce qu'il y a un tiers de la population terrestre qui vit avec moins de 2 $ par jour. J'ai fini avec les mauvaises nouvelles. Il y a plein de bonnes derrière. En fait, dans tous ces gens qui sont dans des situations pas forcément faciles au quotidien, il y a plein de personnes qui se démènent, qui innovent, qui bricolent et qui arrivent à trouver des solutions pour vivre mieux, vivre décemment et bien, en bonne santé. En exemple, lui c'est Thor, on l'a rencontré en Thaïlande. Il a monté un business depuis 4 ans de culture, de ferme de champignons. Ça a permis en ces 4 ans de fournir les champignons à plus de 60% pour l'île de Phuket où il travaille. Et il a formé plus de 70 familles à la culture de champignons qui maintenant ont un revenu en fait et qui peuvent vivre plus décemment et avoir accès à des ressources plus simples. Il y a aussi l'équipe de Go Energyless au Maroc qui travaille sur ce qu'on voit là. Cette poterie, en fait, c'est un frigo, mais qui ne consomme pas d'électricité. En fait, ça marche par évaporation. On met les aliments à l'intérieur et de l'eau sur la poterie, sur la céramique. Et en fait, avec le soleil, avec le vent, l'eau va s'évaporer. Et comme nous, quand on va faire notre petit jogging du dimanche, on transpire pour se rafraîchir. Et là, c'est comme ça que fonctionne ce système. Et il y en a plein d'autres. En fait, c'est ça qui est chouette. D'un côté, il y a plein de gens qui sont en galère au quotidien, et d'un autre, il y a des milliers d'inventeurs qui se cassent la tête pour développer des super solutions. Et du coup, il y a une idée assez simple qui a émergé, c'était de pouvoir mettre les gens qui sont dans le besoin en relation avec les gens qui ont des solutions simples. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 4 ans maintenant. Ouais, donc ces solutions, nous, on les rassemble sur la terminologie de low-tech. Donc, il faut que ce soit des solutions qui répondent aux besoins de base. Un accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation. Et tout ça à travers de solutions super simples. Des solutions qui sont économiques, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peu de ressources. Des solutions accessibles à tous en termes de complexité de réalisation, que tout le monde soit au moyen de la faire ou de trouver quelqu'un dans son entourage, un artisan qui sera en mesure de la réaliser. Le fait que tout le monde puisse la faire, ça permet de l'optimiser et ça permet aussi de la réparer. S'il y a une pièce qui s'use, etc., tout le monde va être en mesure de la remettre en état de fonctionnement. Et aussi, faut que ce soit des solutions durables. Donc ça veut dire que cette solution elle va consommer peu d'énergie. Et aussi, dès son conception, on va penser à utiliser peu de ressources ou des ressources locales qu'on n'a pas besoin d'extraire très profond et de raffiner. Et pareil, en fin de vie, si on ne peut pas la réparer ou si elle est désuète, on va pouvoir la déconstruire et la revaloriser d'une autre manière. Et tous ces inventeurs, tous ces projets disséminés un peu dans le monde, on a décidé d'aller à leur rencontre. Et un super outil qu'on a pour ça, c'est ce bateau qu'on voit derrière, le Nomade des mers, avec Corentin, là, le président de l'association. On est parti il y a 2 ans maintenant, en février 2016, de Concarneau, avec ce bateau, pour 4 ans de tour du monde, aller à la rencontre d'un maximum d'inventeurs. Donc on voit la carte vite fait là-haut, c'est le trajet qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui en Thaïlande. Et l'idée, c'est de faire du troc de savoir-faire. En fait, à chaque escale, on va documenter une solution, donc la refaire de A à Z avec l'inventeur, qui est bien sûr OK pour la partager. Et donc, on fait une notice, on fait une vidéo pour que chacun puisse la faire. Et en plus, on l'installe sur le bateau pour vivre avec, pour la tester, pour pouvoir l'optimiser, et surtout pour pouvoir la partager à l'escale suivante, tout en apprenant une nouvelle. Là, on voit aussi sur ce que Coco a dans les mains, c'est un pyrolyseur plastique qu'on a découvert au Sri Lanka. En fait, il y a plein de plastiques qu'on peut recycler, faire de l'impression 3D, les mouler, etc. pour plein d'usages divers et variés. Mais il y en a quelques-uns aussi, c'est pas possible de le faire. C'est pas pour autant qu'ils sont pas utiles. Si on les chauffe avec ce petit système et après on condense les gaz, ça permet de faire du diesel.
En fait, on remplace les fruits par du plastique. Enfin, c'est l'équivalent avec l'alcool, que j'aime bien. Avec des fruits, quand on les chauffe et on les distille, on a de l'alcool. Là, on fait chauffer le plastique, on le distille, on a un des vases, ça va être du diesel, et l'autre, ça va être un substitut d'essence aussi. Donc voilà une des solutions qu'on a pu découvrir, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est au Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est une île au large, à l'ouest de l'Afrique, qui est pas du tout autonome en alimentation. Ils importent presque tout, et la dépendance alimentaire, c'est pas génial. Et là, il y a un super projet qui s'est monté sur l'hydroponie. Parce que le problème du Cap-Vert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et il n'y a pas de terre, c'est que des cailloux. Et donc, ils ont développé ces systèmes de culture hors sol, en fait, faire pousser les plantes dans de la fibre de coco. Et en apportant des engrais et de l'eau en goutte à goutte sur les plantes, ça permet d'avoir une agriculture. Aujourd'hui, il y a pas mal d'hydroponie qui est faite à partir d'engrais minéraux. Donc, on fait des gros trous dans la terre, on extrait ce qui nous intéresse. Eux, ils le font avec des engrais organiques, donc en gros du compost, et ils en tirent un jus qu'ils mélangent à l'eau pour faire pousser ces plantes. Donc c'est pareil, on a installé un mini système hydroponique pour qu'on puisse se nourrir à bord du bateau. Cette petite éolienne, on l'aime beaucoup. On l'a développée, co-développée au Sénégal, à Dakar. Il n'y a que 15% de la population au Sénégal qui a accès à l'énergie. Et en fait, l'électricité, c'est assez important, surtout pour l'éducation. En fait, aujourd'hui, quand les étudiants terminent leur journée scolaire, eh ben, il fait nuit et ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de lumière, donc ils ne peuvent pas étudier. Et on a vu, il y a plein d'études qui prouvent que dès qu'il y a accès à la lumière, ça permet de booster à fond le niveau de réussite scolaire. Et cette petite éolienne, elle est faite à partir, on voit là-haut, de petits moteurs. C'est des moteurs d'imprimante. Là-bas, il y a une énorme décharge qui récupère tous nos déchets dont on ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, en récupérant ces moteurs d'imprimante, on peut faire de l'électricité. Si on lui met du jus, ça tourne, mais inversement, si on la fait tourner, ça fait de l'électricité. Et on a juste rajouté des pales. Là, c'est des petits morceaux de tubes en plastique qu'on a découpés, qu'on a mis dessus. Et en fait, en la tournant, quand le vent la fait tourner, ça permet d'avoir de la lumière, de recharger son téléphone. Et cette solution, elle est super parce qu'elle coûte moins de 5 € à faire et tout le monde peut en profiter. Et donc là-bas, il y a un petit business pareil qui s'est monté de gens qui font ces éoliennes et les partagent ou les vendent ou font des formations. Des solutions, on a rencontré énormément. Aujourd'hui, on est presque à une quarantaine de super solutions qui permettent aux primo-accédants d'avoir une vie beaucoup plus décente. Mais en fait, on avait un problème quand on revient du bateau et qu'on est en France, par exemple, comme aujourd'hui, et qu'on présente ces solutions, on se dit c'est bien beau, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Moi, j'ai pas besoin de faire pousser mes plantes en hydroponie, j'ai de la terre chez moi, ça marche bien mieux. 30 watts pour recharger mon portable, je suis branché au 220 volts, ça m'intéresse pas non plus. Mais en fait, il y a plein d'autres solutions super simples qui sont autour de nous en France. Et donc l'idée, là, ça a été d'aller à la rencontre des Français et des projets français ou occidentaux qui ont des super solutions low-tech, donc avec très peu de ressources et qui correspondent super bien à notre contexte occidental. Ça, c'est le dernier exemple, c'est le poêle de masse qu'on a documenté vers Saint-Nazaire en décembre. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de personnes qui se chauffent au bois en France, puisque c'est une ressource renouvelable super intéressante. Le problème, c'est que souvent, le soir, quand on va se coucher et qu'on veut qu'il fasse encore chaud le matin, on met notre cheminée ou notre poêle à un faible tirage. Faible tirage, ça veut dire qu'on met moins d'oxygène, donc ça brûle moins vite. Et ça veut aussi dire qu'on a une combustion bien moins bonne et qui génère vachement de pollution. Et c'est dommage. Alors qu'il y a des super solutions, comme les poêles de masse, en fait, qui permettent de combler ces problèmes. Le principe, c'est qu'on va faire une combustion très très rapide, d'1 heure, donc avec un super rendement, et qu'après, en fait, toute cette chaleur, on la stocke dans une masse, dans quelque chose de lourd, donc du sable ou des briques réfractaires. Et quand le feu s'arrête, en fait, le poêle va restituer petit à petit la chaleur. Et donc ça permet pendant 12-15 heures d'avoir de la chaleur, mais avec un super bon rendement. Et ça, on aime bien les toilettes sèches aussi. Culturellement, en France, c'est un peu dur, alors qu'il y a plein de pays où c'est installé même en ville. Il y a même en Chine des entreprises qui installent des toilettes sèches dans les écoles pour récupérer les urines et les excréments pour l'agriculture.
Là, l'idée, c'est pareil, c'est d'éviter de chier dans l'eau potable, en fait, ce qui est assez dommage. Et donc, très simplement, d'avoir une solution simple qui sent pas, qui marche très bien chez soi. Et donc, on a pu documenter plein d'autres solutions, comme la culture de spiruline, des systèmes de compostage d'intérieur. Et là, dans une semaine, on repart en Bretagne pour documenter des chauffages solaires, et puis après à Valence, pas loin d'ici, pour travailler sur les chauffe-eau solaires. Tout ça, en fait, c'est bien beau de le documenter. L'idée, c'est de pouvoir le partager. Donc, on met tout sur une plateforme qui s'appelle le lowtechlab.org. Et en fait, c'est une sorte de Wikipédia de la solution technique simple. Chacun peut poster sa solution ou une piste de réflexion qu'il a eue. Et tout le monde peut venir enrichir, traduire des tutoriels qui sont dans une autre langue, expérimenter chez soi et faire des retours utilisateurs. En fait, l'idée, c'est que chacun puisse s'approprier ses solutions, les adapter à son contexte et faire des retours. S'il y a des gens qui sont bons en design, les peaufiner un peu plus. Et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà, c'est juste pour terminer, en fait, que tout le monde peut être acteur, de très modestement à corriger quelques fautes sur un tutoriel ou à proposer le système qu'il a vu ou qui connaît quelqu'un qui a une super solution. En fait, tout le monde peut participer à cette recherche collective. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer. Sur le site, on vous appelle. À chaque fois, il y a plein de challenges qui nous attendent tous. Donc, vous êtes les bienvenus pour vous joindre. Merci. Merci Clément. On prend toujours autant de plaisir à voir tes différents exemples. À chaque fois qu'on te fait intervenir, tout le monde des nouveaux exemples. C'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement du bricolage ou du système D. Vous travaillez aussi avec des grands groupes parce que les low-tech sont inspirantes aussi pour les technologies ici en high-tech, avec des Decathlon, et vous cherchez aussi à optimiser des processus. Donc c'est quand même un mouvement de fond, un mouvement inspirant pour la société aujourd'hui, les low-tech. On parlera peut-être aussi d'innovation frugale ou Juga d'innovation, voir la différence ou le lien qu'il y a entre les autres. Des fois, on peut confondre. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou tu veux on en fait un petit aparté tout à l'heure. Peut-être tu peux en dire quelques mots. Pendant que j'ai la gorge chaude, on peut y aller. Ouais, on travaille aussi pas mal avec des entreprises. L'idée, parce que tout le monde travaille dans une entreprise aujourd'hui et tout le monde a envie de faire mieux. Donc ce serait dommage de s'en couper. Et en plus, aujourd'hui, en fait, l'innovation, souvent, c'est repartir du dernier modèle qu'on a pu produire et de le rendre un peu mieux. En fait, ça se traduit souvent par une complexification des systèmes qu'on a. Nous, l'idée, c'est de partir complètement en contre-pied de cette stratégie et de repartir de zéro, vraiment du besoin de base. Et du coup, quelle est la solution la plus simple qui colle avec ce besoin de base? Et après, on remettra des processus d'innovation plus classiques pour arriver à une solution pertinente, une vraie alternative. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de la simplicité. L'exemple que je cite pas mal, c'est celui du frigo. Le frigo d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'hier, sauf qu'il consomme un peu moins, on l'a mieux isolé, et puis on compresse peut-être d'une manière un peu mieux. Donc voilà, c'est ça le frigo aujourd'hui. Mais en fait, le but, c'est de pas de faire un frigo plus performant. Le but, c'est de conserver nos aliments. Aujourd'hui, en fait, dès qu'on achète de la bouffe, on la met au frigo. Il y a un truc pour les œufs, il y a un truc pour les fruits et légumes. Sauf qu'en fait, fruits et légumes et les œufs, ils se conservent moins bien dans un frigo que dans d'autres ambiances. Enfin, on a longtemps eu des garde-manger qui sont vraiment super en fait. Les fruits et légumes, ils tiennent beaucoup plus longtemps et gardent toutes leurs vertus nutritives en fait dans cet environnement. Alors que dans le frigo, ils vont les perdre. Et voilà, c'est plein d'exemples comme ça. En fait, repartir vraiment du point de départ, conserver ses aliments, voir ce qui existe, le garde-manger, et puis le rendre un peu tendance pour que ça puisse se poser chez nous, que ça s'intègre nickel. Et donc tout ça, ouais, dans des méthodes d'innovation, enfin frugales, etc., nous on aime beaucoup se mettre sous contrainte, parce que si on a toutes les ressources du monde, le grand catalogue des terres rares, etc., on va les piocher dedans. Si on se limite à quelques ressources qu'on a autour de nous et qui ont peu d'impact, on arrivera quand même à trouver des super solutions, mais qui seront beaucoup plus simples et durables. Merci pour cette petite précision. Maintenant qu'on a planté le décor, c'est quoi les low-tech, hein, on va peut-être aller dans le sujet avec les artistes. Et peut-être vous, alors apprendre, peut-être Rirard ou Guillaume,
au niveau des low-tech, Quentin. concrètement, comment vous les utilisez, vous? Quentin, Quentin, pardon. pas de problème. Alors, si je peux me permettre, j'en profite pour en placer une à tous mes gars sûrs du collectif qui sont venus me soutenir pendant la conférence. Merci les gars. Donc, les low-tech. Alors, au collectif SIN, en effet, on bosse pas mal avec les low-tech. Alors, c'est pas tout à fait le même domaine que le low-tech lab, qui a l'air de traiter de choses très usuelles et dans la vie de tous les jours. Moi, il se trouve que j'ai fait mes études à l'ENSI, donc des études de design industriel, et à un moment donné, c'est posé la question sur les plateaux de projet d'avoir un parti pris dans la production. Et je me suis retrouvé sur un plateau qui travaillait sur le low-tech, quoi. C'était chez François Azembourg. Et j'en ai profité pour commencer une démarche autour de la technologie. Je me suis dit en fait que je trouvais qu'il y avait de plus en plus d'objets comme ceux-là qui nous entouraient, des objets technologiques, et du coup on les prend assez vite comme des choses finies, fermées, comme peut l'être, je sais pas moi, une fourchette ou une chaise, alors qu'il contient énormément de choses hyper compliquées qui fonctionnent dedans. Et du coup, je me suis dit que c'était un peu embêtant de manipuler des objets qu'on ne comprenait pas. Parce qu'à partir du moment où on ne maîtrise pas son système à fond, ou même très légèrement en surface, on en devenait un petit peu esclave. Et je me suis dit que ce serait intéressant de reconquérir notre compréhension sur une technologie qui avance très vite. Et qui sont pour autant je trouve des objets de bon augure, parce que ça parle aussi d'objets de collaboration à grande échelle. C'est quand même des choses qui sont passées certainement par une centaine de mains avant que je l'obtienne, avec des minerais qui sont exploités je sais pas où sur Terre, avec des gens qui l'assemblent dans je sais pas quel pays, et je me retrouve avec ça. Et donc tous ces milliers d'inconnus qui collaborent ensemble font avancer la technologie, et c'est passionnant. Mais ça nous empêche aussi en tant qu'individus on pourrait faire l'analogie, je sais pas, avec les voitures, où à une certaine époque, je pouvais continuer à réparer ma voiture chez moi parce qu'elle était assez simple au niveau de son système. Aujourd'hui, les choses sont toutes électroniques. Il faut aller dans les garages agréés pour se faire réparer le véhicule. Et donc, petit à petit, lentement, de manière un peu sourde comme ça, on s'éloigne de la compréhension de ces objets, et du coup, j'ai l'impression qu'on perd en créativité. Pardon ? J'ai cru entendre quelque chose, désolé. Et donc, mon projet, je vais vous montrer une image pour soutenir ce que je dis. Ça a été de me pencher sur une pratique que je ne sais pas trop si vous avez déjà entendu parler du circuit de bending. Quelqu'un a déjà entendu parler du circuit de bending ? Là-bas, 2-3 personnes, ok. Circuit de bending, ça veut dire court-circuit. Et en fait, le court-circuit, c'est l'idée d'ouvrir un système électronique. Notamment, c'est une pratique qui se fait beaucoup avec des jouets. Là, vous voyez la fameuse Speak and Spell qu'utilise E.T. Pour téléphoner à ses parents dans l'espace à un moment. Et ben en fait, en effet, à la base, c'est un jouet qui est censé nous apprendre à épeler des mots quand on a 5-6 ans, je pense. Et dans les années 70, il y a un créateur, un artiste, un plasticien qui s'amusait à ouvrir des jouets comme ça, et qui l'a, sans le faire exprès, fait tomber sur une plaque de métal. Ce mec qui s'appelle Reed Ghazala, je crois. Et d'un seul coup, l'objet s'est mis à faire des sons improbables qui n'étaient pas du tout programmés dans le système à la base. Et en fait, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais ouvrir un jouet, et puis je vais voir ce que ça fait ensuite. Et donc après, c'est des personnes qui font du circuit bending, elles finissent par transformer complètement les jouets de base, et elles en font des espèces de trucs custom comme ça, qui sont faits pour faire du son en concert, par exemple. Et du coup, ce que je trouvais amusant avec cette pratique, c'était le fait d'ouvrir quelque chose et de manière empirique, d'avancer dans le système fermé, un circuit qui est assez simple,
et de se rendre compte qu'en fait, en détournant les connexions telles qu'elles étaient programmées à la base, juste avec, ça peut être avec mes doigts, hein, je peux juste court-circuiter le jouet avec mes doigts ou avec des câbles électriques ou n'importe quoi. On se rend compte qu'on dépasse le système et on le fait réagir, et en plus on a un retour direct avec le son pour voir ce que ça provoque. Alors c'est toujours un petit peu... ça crée une sorte d'apprentissage, d'auto-apprentissage en fait de la machine électronique. Et petit à petit, on se rend compte que certaines choses baissent le son, certaines choses le montent, certaines choses accélèrent les samples. Et du coup, on commence à comprendre la nature des composants électroniques et des choses que contient cet objet. Et du coup, je me suis dit que c'était assez intéressant de travailler comme ça, à décapoter des objets pour les comprendre, parce que à partir du moment où un objet avait un système fini à l'intérieur et que je comprenais un peu comment il fonctionnait, je peux le court-circuiter pour lui faire autre chose, pour l'amener ailleurs et pour détourner l'objet ou l'exploiter à des fins créatives, parce qu'on est là un peu pour représenter les artistes. Et donc, je trouvais que c'était assez encourageant en fait de se lancer là-dedans, dans le fait d'ouvrir les objets qu'on connaît pour les comprendre mieux et pour les maîtriser à nouveau. Et voilà, je crois que je ne sais pas si j'ai pas des images autour de ça en plus, parce qu'après en fait on s'est mis à faire du coup on a fondé le collectif Scene autour de ce genre de pratique, et on s'est mis par exemple à créer des workshops de circuit bending où les gens pouvaient venir pour ouvrir des jouets, et par exemple là c'est un petit chien qui fait des sons de chien qui est intelligemment en train d'être on lui met un jack voilà à l'intérieur pour pouvoir récupérer le son dans une table de mixage, et du coup que le jouet et son son puissent d'un seul coup rentrer dans des compositions avec d'autres instruments. Et donc on s'est mis à faire ce genre de choses au collectif pour que les gens s'amusent à ouvrir des jouets. Et ils passent beaucoup de temps à les défoncer complètement, mais ça passe par là en fait aussi. C'est en cassant les choses, en les déconstruisant qu'on arrive à mieux les comprendre. Et je trouvais ça assez... Attends, je vais fermer ce truc. Je trouvais ça assez engageant par rapport à la démarche que j'avais en tant que designer, de me dire ok, je pense vraiment qu'il y a un problème vis-à-vis de l'usage des technologies et quand on les comprend pas en fait. J'avais l'impression que les gens en général finissaient par être plus clients de services plutôt que créateurs de leur monde, quoi, du monde dans lequel ils vivent. Et c'est un peu pour ça que je me suis mis au low-tech. Voilà, et c'est un peu la démarche que développe le collectif et que d'ailleurs on expose ici, c'est-à-dire toujours des installations qui ont une espèce qui sont par nature un peu didactiques pour comprendre un peu le signal sonore ou ce genre de choses. Et nous, ça nous a amené, cette histoire de low-tech, à créer plein de machines qui réagissent au son, et ça nous a permis de comprendre plus en profondeur des fondamentaux sur la physique du son, et c'est des choses qu'on a essayé d'appréhender un peu par nous-mêmes. Et du coup, j'imagine que c'est une démarche assez low-tech, aussi dans le côté un peu DIY et dans le côté faire soi-même. Oui, clairement. Merci pour ces beaux exemples de réappropriation des objets. Alors, je retrouve aussi des notions d'upcycling un peu. Le fait de démonter, de transformer, d'utiliser. Et du coup, là, c'est un premier bon exemple de relation qu'il peut y avoir entre la démarche low-tech dans son ensemble. Même si on n'est pas sur les exemples qu'a donné Clément, on y retrouve beaucoup de la philosophie et de la création artistique, donc dans ce cas-là pour la musique. Et Riyad, j'aimerais bien que tu me parles de toi à travers tes travaux, la relation que tu portes entre l'art et l'environnement. Yeah, I will take out headphones. Ok, je vais enlever les écouteurs. Bien. Alors, chez moi, donc j'habite dans un pays très agricole. Nous sommes très proches en fait de la nature. Nous vivons dans les forêts,
dans un lieu très agricole. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec l'environnement et tout particulièrement l'environnement naturel, pas industriel. C'est un sujet vraiment intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet actuellement, mais c'est aussi très dur. Parce qu'en tout cas pour moi, quand je travaille auprès des questions d'environnement, je n'ai pas envie d'apprendre aux gens comment ils doivent vivre. J'ai plutôt envie de faire comprendre comment les gens peuvent interagir avec la nature, parce que la nature sera toujours là, a toujours été là, et nous interagissons en continu avec la nature. Donc c'est pour moi très important que nous respectons la nature. Donc, à partir de mon travail, je cherche à expliquer cette relation. Et dans le lab Alltech, en fait, on cherche à produire du contenu afin de mieux éduquer des personnes pour qu'ils puissent faire les choses de manière plus bon marché, de manière plus simple. Pour qu'ils puissent vivre mieux, tout simplement. Et pour moi, c'est un petit peu différent, je dirais. Je n'apprends pas. Et puis même, je n'apprends pas aux autres. Et même mon travail, ce que vous voyez en bas en exposition, c'est très simple. C'est peut-être l'installation le moins technologique de tout ce que nous pouvons voir en bas. Mais en tout cas, l'application est très industrielle et pas très écologique finalement, je dirais. Donc en fait, j'aime bien c'est ce côté très contrasté. Entre l'aspect écologique, donc un travail sur l'écologie, qui finalement n'est pas très écologique ou pas très environnemental. Pensez-vous que vous êtes plutôt unique dans votre domaine? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, finalement, qui travaillent sur l'écologie, l'environnement dans leurs projets. Est-ce que vous pensez que vous êtes unique, seul? Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces causes-là. Enfin, peut-être on les connaît moins. Il y en a. Mais est-ce que lui, il pense que c'est minoritaire dans ce milieu-là ou voilà, quelle est sa vision? I think it's. I know I'm bad with remembering the names. Je sais que je ne suis pas très bon pour retenir les noms des artistes, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent comme moi, de la même manière. Depuis 2 ans, je suis très inspirée par David Dunn. C'est un compositeur qui travaille avec les insectes, les forêts. Et il travaille aussi sur le fait de consommer les insectes et comment réduire une certaine population d'insectes en forêt par le son purement. Donc il travaille beaucoup avec le milieu scientifique, par exemple, pour cela. Et il a eu un prix scientifique pour son invention qui n'était absolument pas son but au départ. Il voulait tout simplement jouer avec le son pour voir les interactions avec d'autres espèces. Donc, en fait, en Europe, il y a Rixit aussi. Donc, ils organisent des ateliers et des événements autour de l'écologie. Et aux Pays-Bas aussi, j'oublie le nom de l'organisation, mais en tout cas, ils organisaient des voyages vers le nord de l'Europe, la Sibérie.
où il y a des usines de nickel. Et ils amenaient des artistes dans ces voyages pour faire interagir en fait les artistes avec l'usine. En fait, c'est un lieu très enneigé, mais ce n'est pas blanc, c'est toujours noir. Et les arbres sont complètement nus, ils n'ont pas de feuilles, et donc c'est un lieu plutôt triste, plutôt dur. Et à travers ce travail, en fait, ils cherchent à raconter l'histoire du lieu. Donc en fait, il y a des personnes qui travaillent sur ces thématiques, sur ces sujets, mais je dirais qu'il est plutôt dur de généraliser et de créer une sorte de forme artistique parce que ce sont des informations et c'est une espèce de lutte entre ce que nous pensons être de l'art et ce que font réellement ces personnes sur le terrain. Une autre approche effectivement que celle que Clément a présentée. On cherche plus à toucher les sensibilités et les émotions des personnes qui contemplent ces arts, pour les faire réfléchir à leur place vis-à-vis de l'environnement et sur le rôle qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Et pour retourner sur une des caractéristiques des low-tech, Quentin, il se trouve, tu l'as dit un peu, beaucoup d'artistes et même nous-mêmes, on utilise beaucoup de matériaux high-tech dans notre vie de tous les jours ou bien dans des projets artistiques, que ce soit des matériaux ou des résines ou ce genre de technologie. Et est-ce que tu penses que la conscience de l'environnement et l'utilisation de ces matières, par exemple toi, comment est-ce que tu récupères des matériaux pour tes projets? Est-ce que vous sourcez, est-ce que vous recyclez pas mal de matériaux? Juste avant de répondre à cette question, je voulais revenir juste sur celle qui était énoncée avant par rapport à la production artistique. En règle générale, moi j'ai comme l'impression que qu'importe le matériau utilisé dans le milieu de l'art, j'ai l'impression que si un artiste ne lance pas une chaîne de production industrielle à grande échelle, je vois pas trop l'impact environnemental que peut provoquer même une énorme sculpture en résine par rapport à, je sais pas moi, un producteur de balles de tennis ou enfin n'importe quoi d'autre. Donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intérêt là-dedans. Et puis quand bien même le message soit écologique, oui en effet je pense que ça bosse depuis super longtemps. Je veux dire l'Arte Povera était là depuis les années 70 et bon c'est vrai qu'il y a beaucoup et puis quand bien même on bosse en low-tech, en fait on se rend compte que le high-tech est super intéressant pour se diffuser. J'imagine que le labo, le low-tech lab gagne beaucoup à réseauter via internet pour diffuser les projets de tout le monde et finalement, le high-tech est quand même très intéressant par rapport à ça. Et donc, par rapport aux matériaux qu'on utilise au collectif, oui, enfin, le low-tech, c'est aussi une nécessité un peu passionnée de faire des choses vite, tout de suite. Et du coup, quand on n'a pas forcément d'argent pour acheter du matériel, on fait beaucoup de récup. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, les gens ont beaucoup jeter leur téléviseur cathodique pour remplacer par des écrans LCD ou plasma. Et on était là pour récupérer tout ça dans les rues de Paris au moment où on faisait des installations de murs de téléviseurs qui réagissent au son. Je sais pas à quel point c'est arrivé parce qu'on en a trouvé un dans la rue ou on l'a fait, du coup on s'est mis à les chercher. Mais il se peut qu'on ait été influencé par le fait que les gens le jettent, quoi, et qu'en fait c'est devenu notre matériau et on s'est amusé avec. Ouais, je pense que la plupart du temps on fait comme ça. Et puis plus ça avance et plus on développe des projets à grande échelle. Alors on récupère des budgets et puis on achète des matériaux et on n'a plus besoin de faire trop de récup. Mais on avait ce débat avec Erwan il n'y a pas longtemps à propos des installations du collectif qu'on essaye d'optimiser et on a l'impression parfois de perdre un peu l'esthétique du début parce qu'on se contente de faire des machines un peu plus qui fonctionnent mieux et qui sont plus optimales et on se demandait si finalement c'était pas là-dedans qu'il y avait tout l'intérêt de notre projet, c'était pas dans cette récup et à quel point ça chargeait la production, ça l'impactait au niveau de son esthétique et du ressenti des pièces par les gens. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question.
il me semble. C'était ça, c'est bien récupérer des matériaux. Sur le sourcing, hein, c'était effectivement comment vous sourcez, donc la récup. Puis finalement, ça, après, si on peut, enfin, du coup, avec je sais pas, cette espèce d'entrain de la récup, de charger des camions, de partir dans la rue, récupérer des trucs. Au final, moi j'ai raccroché à des démarches un peu similaires. J'ai travaillé un petit temps dans la recyclerie qui s'appelle la Réserve des Arts à Paris, qui est vraiment super chouette, qui a été développée pas mal par Florian Delépine, qui était aussi un élève de l'ENSI. Et il y a tout un tas de démarches super intelligentes à ce niveau-là qui sont faites. Les recycleries, c'est vraiment des lieux incroyables où on optimise en connectant les gens entre eux de manière assez simple le fait qu'ils peuvent se détaxer en filant leur matière à jeter au recyclage et du coup eux récupèrent de l'argent, nous les gens peuvent acheter ces matériaux à bas prix, donc ça devient super pratique pour eux. Enfin, c'est de l'optimisation de la collaboration, j'ai l'impression, et c'est très beau. How I get my material Alors, is like, où est-ce que je trouve mes matériaux? Avant, je recyclais les choses. Je faisais des installations avec des matières recyclées. Et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est un peu comme être à la crèche. On joue avec des équipements, des technologies, on met des choses ensemble et on produit des choses qu'on n'imaginait pas auparavant. Et c'est sympa. Mais dernièrement, j'ai changé, je ne sais pas pourquoi. Et en général, pour la plupart du temps, j'achète des matériaux, mais j'essaie d'être intelligent, j'essaie de ne pas faire de gaspillage. Donc si j'achète des choses pour un projet, j'essaie d'utiliser les matériaux pour un autre projet. J'ai vécu dans des pays différents au fil des 3 dernières années et j'ai remarqué que les pays les plus riches ne réfléchissent pas trop à tout ce qui est recyclage. Donc, s'ils ont une grande plaque de HDF, ils coupent un trou dedans et puis après, le reste est jeté. Et c'est douloureux à voir. Donc voilà, j'achète des choses, mais j'essaie de ne pas gaspiller. Et aussi, s'il y a la possibilité d'utiliser des matériaux recyclés, cela donne à votre travail un sentiment de confort. Cela le rend... c'est quelque chose qui est environnementalement plus juste, surtout s'il s'agit de quelque chose de vieux, quelque chose qui est lié à votre enfance, par exemple. Il y a comme disait Quentin, un côté sentimental. Comme Quentin, c'est un peu donc la naissance, c'est ce qui vous a réuni au départ dans vos projets. Et une question à Clément maintenant. On aime bien dire dans le milieu que la low-tech sauvera le monde dans un futur plus ou moins proche. Mais est-ce que aussi d'une certaine manière, l'art et le design, donc sur deux facettes différentes, peuvent-ils sauver ou bien aider à la diffusion des low-tech ? Ouais, heureusement. Alors moi, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis pas artiste, mais ce que j'apprécie beaucoup dans l'art, moi, c'est la notion du questionnement que ça a provoqué chez la personne qui perçoit l'œuvre, d'un peu le chambouler par rapport à ses habitudes, créer une sorte d'émotion. Et je pense c'est hyper important parce que une solution, ça reste qu'une solution technique. Je pense pas que ce qui va nous sauver, ce sera une low-tech ou une high-tech. C'est un changement culturel, un changement des personnes. Et je pense que ça, c'est vraiment l'art qui peut provoquer cette remise en question et cette éducation. Se rendre compte qu'on se construit sur des ressources qui sont rares, en train de disparaître, qu'on dépense énormément d'énergie. Et je pense que c'est vraiment le travail des artistes que de permettre cette prise de conscience chez beaucoup de personnes. Pareil, je ne suis pas designer non plus, donc je vais peut-être dire une bêtise. Mais, donc pour moi, l'artiste, il provoque un questionnement. Le designer, c'est l'inverse.
pour un produit en tout cas. L'idée, c'est qu'une solution soit tellement bien designée qu'on ne se pose pas de question de comment ça marche, que ce soit une solution hyper affordante. Enfin, on voit le truc, la solution, le produit, et direct, on sait à quoi elle sert, on sait comment ça marche, on ne fait pas 3 fois le tour du truc pour appuyer sur quel bouton. Et ça, je pense que les designers sont hyper importants aussi dans cette démarche pour que les low-tech s'intègrent vraiment dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, toutes les solutions que nous, on peut documenter, c'est plus du travail de technicien, de bricoleur, donc elles sont techniquement performantes, elles marchent très bien, mais on n'a pas trop envie de l'avoir chez soi, parce que c'est pas très beau, parce que si c'est quelque chose qui chauffe, on peut se brûler avec. Enfin voilà, il y a tout un travail sur l'usage, sur l'ergonomie et l'intégration chez soi pour être une vraie alternative aux solutions high-tech. Donc je pense que et les artistes et les designers sont hyper importants et même nécessaires dans cette démarche de low-tech qui sauvera le monde. Après, c'est une autre considération. On a parlé de low-tech et on a parlé aussi, on vit dans une société avec des high-tech, des choses qu'on est obligé d'acheter, des technologies qui sont super et dont on ne veut pas se priver. Et comment on peut concilier les deux? En fait, c'est une question que je pose à tout le monde. C'est comment vous voyez l'interaction entre les low-tech et les high-tech? Comment les high-tech peuvent alimenter les low-tech et réciproquement? Comment vous voyez ça dans le domaine de l'art, par exemple Moi, je prends le premier relais. Déjà, Quentin l'a super bien dit, nous, les low-tech, c'est basé aussi sur beaucoup de high-tech. Enfin, tout le dialogue et tout est stocké sur le numérique, en digital. Donc, c'est à fond high-tech aussi. Les solutions, dans la définition de low-tech, c'est qu'elles soient simples à réaliser. Mais une solution simple, il y a souvent besoin d'énormément de travail en amont. Et donc, une bonne partie des solutions, en fait, il y a un processus de création très high-tech. Il faut des capteurs, il faut faire des simulations sur ordinateur, savoir les flux thermiques, etc. Enfin, toute la conception est très high-tech. Donc là, il y a un besoin clair. Et pareil, l'idée, c'est pas on veut pas de la décroissance, enfin, on veut pas revenir à la bougie. Et il y a plein de choses, il y a plein d'acquis aujourd'hui qu'on veut pas du tout remettre en question. La communication, la santé, etc. Où il y a besoin. Par contre, c'est juste re-questionner quelques-unes de nos habitudes, où en fait, la high-tech s'est installée, mais en fait, il n'y a pas lieu d'être du tout. Et c'est juste ces quelques pistes qu'on veut remettre, qu'on veut repartir de plus simple. Passage de relais. Je te suis là-dessus. Quand tu parlais d'évolution des consciences, je pense que c'est vraiment une recette de ce type-là, parce que finalement, la technologie, elle avance. Et très bien, tant mieux. Après, ça va être la manière dont on se l'approprie, dont on l'utilise. Et c'est vrai que finalement, on peut détecter quelque chose comme une sorte de flemme ou une sorte de mise à l'écart de la compréhension de ces systèmes. Et du coup, on devient utilisé aussi par ces choses-là. On se rend compte que on a l'impression d'être acteur de quelque chose quand on like des trucs sur Facebook, mais en fait on est en train de construire un profil, une fiche de consommateur hyper juteuse pour les grandes entreprises. Enfin, c'est des choses où à un moment donné il faut prendre conscience de ce système de haute technologie, comme par exemple Internet, qui est finalement rien de très nébuleux et magique. C'est du câble qui passe partout. C'est juste un réseau de câbles qui connecte des ordinateurs entre eux. Et c'est la même chose que le téléphone avant. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Je pense qu'il y a un vrai travail de tout le monde, de tous les citoyens, de travailler sur leur compréhension de ces choses-là. Je pense que rattraper le temps qui avance de plus en plus vite, ça peut aussi passer par des écoles du code qui se développent de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que le langage informatique est une des langues les plus parlées au monde quelque part, et ce serait bien que ce soit parlé par tout le monde. Je sais que par exemple dans notre formation de designer LNC, on touche à tout. On n'est pas du tout expert d'aucun de ces domaines, mais pour autant on essaye d'apprendre un peu le langage de différents experts pour pouvoir communiquer avec eux, et sans vouloir dire que tout le monde demain doit avoir un home server chez lui, bien qu'on pourrait vouloir le dire parce que ce serait quand même assez malin.
disons que c'est aussi comprendre comment ça tourne et quel est ce langage qui fait tourner toute cette haute technologie, parce que du coup ça permet de mieux comprendre ce que font les gens qui bossent dessus, et puis ouais, ça permet d'éviter d'être la bonne poire, quoi. Ça me fait réagir tout de suite à la question de l'éducation, forcément. Est-ce que, du coup, Clément, vous, dans vos activités, vous bossez aussi avec des écoles, des académiques, pour un peu insuffler cette démarche de compréhension de la technologie aux plus jeunes? Bah, c'est super marrant, ouais. En général, c'est quand même les plus jeunes qui ont la meilleure conscience, qui ne sont pas tombés dans la routine de consommer. Et on fait pas mal d'ateliers, enfin avec l'école en général, des primaires jusqu'aux universités. Et c'est vraiment les plus jeunes qui ont l'acceptation la meilleure pour manger des insectes, par exemple pour avoir sa dose de protéines au lieu de manger un morceau d'une vache, ou les toilettes sèches, c'est pareil, c'est des démarches super simples et qui... En fait, ouais, ça passe beaucoup par l'éducation, et chez les jeunes, il faut donner cette tendance, enfin cette ouverture dès le début. C'est beaucoup plus simple à intégrer. Merci. Riyad, je ne sais pas si tu voulais rebondir aussi avant sur la question que Timothée avait posée. Sur les high-tech et low-tech. I agree to both of the guys. So, je suis d'accord avec les deux autres, en fait. The one thing about the education is like, l'éducation. I have studied art moi, j'ai étudié l'art pendant la moitié de ma vie, et donc pendant beaucoup d'années. Et dernièrement, j'ai commencé des études aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils vous donnent une compétence. Ils ne vous donnent pas l'opportunité de travailler sur votre réflexion. Ils vous donnent une compétence. Et en tant qu'artiste, c'est difficile de s'adapter à cette méthode. Même si vous apprenez à quelqu'un de réfléchir un peu comme des scientifiques ou comme les codeurs, ces personnes peuvent communiquer et font partie de la société high-tech même. Donc ils peuvent apprendre le langage, mais vivre avec des systèmes low-tech. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir ou s'il y a des questions. On a le temps pour quelques questions. Moi, je voulais juste redire un truc assez marrant, sur l'éducation, et qui nous a pas mal surpris au début. C'est qu'en fait, c'est les enfants la porte d'entrée en général au changement. C'est via les écoles, tout ce que vont pouvoir apprendre les enfants dans les ateliers, où c'est eux qui vont créer, en fait, qui vont demander à leurs parents et à leur famille de changer. Donc c'est vraiment quand même super intéressant. Au début, on est à l'habitude de l'éducation très descendante, où je suis plus vieux, j'ai raison, je sais, et qu'en fait, pas du tout. C'est les bonnes choses, les choses simples, c'est assez évident, et du coup, les enfants sont super moteurs là-dedans, et on voit pas mal de parents qui viennent nous taquiner un peu, parce qu'ils ont, je sais pas, un élevage d'insectes chez eux, parce qu'ils ont commencé à avoir un aquarium avec de la spiruline, etc. Et donc, c'est super intéressant. Et puis, de toute façon, c'est pas nouveau, mais le futur, est plus jeune que nous. Il y a un truc sur le futur aussi. Est-ce que les low-tech, ça correspond pas à un certain imaginaire, un cyberpunk, quand on se projette dans le futur, on voit toujours des trucs super technologiques, mais on est toujours ramené aussi à des bidouilleurs, des gens qui sont dans des câbles électriques et qui sont un peu en dehors de la société. Je ne sais pas si les low-tech aussi sont dans cette projection du futur, dans cet imaginaire cyberpunk. Mais je trouve que justement, ça casse un peu le coup à la vision technologique. C'est un truc, je reviens encore à l'ENSI, je suis désolé, mais à l'ENSI, il y a eu deux directeurs. À un moment, il y a eu Bernard Kahn, et avant lui, il y avait Alain Cadix, qui nous ont amenés vers une espèce de direction de l'innovation, parce que c'était l'école de l'innovation, il fallait qu'on développe fallait qu'on parle d'innovation dans tous nos projets et tout ça. Alors pourquoi pas, mais en plus de ça, l'innovation sous un certain angle qui était... je sais pas, une espèce de trip start-up avec des histoires de capteurs intégrés dans des machines. Et c'est vrai que le low-tech semble très innovant. C'est un peu une espèce de
petits ralentissements pour dire ouais, attention, ok, bon, on fait des capteurs en Chine, je sais pas où et tout, mais à un moment donné, on peut aussi se dire ok, mais cette solution-là, qui est là, qui date des années 80, ok, elle consomme vachement. Il y a 40 ans, il faisait un truc qui consommait vachement moins, et quelque part, c'est hautement plus technologique. Donc, enfin, c'est vrai que c'est comme avoir fait venir cet orchestre, je trouve, qui est là au milieu du hall. Je trouve ça assez passionnant comme vision de l'innovation, parce qu'en fait, faut pas oublier que des histoires de matériaux, des histoires juste d'intelligence, c'est aussi ça la haute technologie et le futur, encore plus que des boutons qui clignotent partout, enfin des ordis quoi, qui sont vachement, je sais pas, quelque part c'est un peu le futur du passé quoi. C'est comme si vous allez au Futuroscope, je sais pas si vous allez au Futuroscope, si vous êtes déjà allé au Futuroscope, mais c'est une blague. Enfin, ça on a l'impression de rentrer dans les années 90 quoi. Et c'est un peu dommage d'ailleurs pour le parc qui devrait être tout le temps à la pointe du futur. Voilà. Je sais pas s'il y a des réactions. Là, il y a un micro normalement où on peut. Bonjour, j'ai une question plutôt pour Clément, mais je pense qu'il peut être ouverte à d'autres personnes. En travaillant avec l'industrie, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir breveter des innovations low-tech et de se maintenir dans une dépendance d'un système commercial qui va peut-être, au final, revenir à la dépendance dans laquelle on peut être aujourd'hui aussi, peut-être en baissant un certain coût économique, mais en tous les cas dépendant? C'est une très bonne question, qui est présente depuis le début et qui est complexe, qui n'a pas de réponse simple. Parce que, alors aujourd'hui, nous on travaille en open source avec les Creative Commons. Bon, je ne suis pas du tout expert là-dessus, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais l'idée quand même des Creative Commons, c'est de protéger un savoir. Enfin, c'est des licences qui vont permettre à des personnes de les reproduire ou pas, enfin de toujours citer une paternité, de pouvoir le commercialiser ou pas. Enfin, il y a quand même un cadre juridique qui existe dans l'open source. Nous, on veut surtout pas faire l'inverse de Robin des Bois, d'aller prendre des solutions à des mecs qui sont en galère et les vendre à des industriels. Ça, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est à chaque fois que ce soit du gagnant-gagnant. Donc c'est difficile avec des grosses industries, mais que tout ce qu'on va pouvoir montrer des communs, déjà d'une reste au commun, ça de toute façon les Creative Commons ça protège, mais qu'en plus une partie du travail qui est réalisé par l'industriel, donc tout ce qui est en fait faisable d'une manière artisanale, revienne au commun aussi. Que tout ce travail qui manque aujourd'hui, parce qu'une solution qu'elle soit simple ou complexe, pour qu'elle soit intéressante, il faut énormément de travail dessus, du travail technique, du travail de design, etc. Et donc profiter de la bienveillance des personnes dans ces industries pour pouvoir rendre une partie en fait, qui ne les concerne pas au commun. Et puis l'idée aussi, en parallèle, c'est qu'on préfère quand même qu'une solution low-tech remplace une solution high-tech dans un rayon. C'est toujours, enfin, même si c'est quelque chose qu'on va développer nous tout seuls, enfin, sans prendre la propriété de quiconque, on préfère qu'il y ait une solution beaucoup plus durable, qu'elle soit réparable, enfin, qu'elle continue à répondre aux critères de low-tech, que ces solutions arrivent sur le marché et qu'elles remplacent des solutions beaucoup plus complexes et consommatrices de ressources. Mais c'est un vrai challenge et qui est vraiment différent avec chacune des entreprises avec lesquelles on travaille. Ouais, pourquoi pas. Bah oui, enfin c'est vrai qu'il y aura toujours s'il y a toujours des acheteurs, il y aura forcément l'industrie qui viendra ravaler, je sais pas, cette démarche open source par exemple, d'un seul coup juste on délivre des plans gratuits et tout le monde fabrique les choses qu'il a envie. Après il y a des flemmards et il y aura peut-être
toujours plus que des gens qui ont envie de le fabriquer eux-mêmes. Et c'est vrai que d'un plan open source, il y a une entreprise qui peut s'en saisir et qui dit en fait, moi je le construis et je vous le vends. Et en fait, comme ça, vous n'avez pas besoin de le construire. Il y aura toujours des gens pour l'acheter. Et après, ça dépend des consommateurs, je pense peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement alternatif ça fait un moment et tout. Mais est-ce qu'il restera pas toujours un petit peu alternatif? Je sais pas trop. Moi, ça me fait penser, on en discutait hier avec Clément, à la question de Linux, par exemple. Donc un système informatique libre de droit, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le modifier, l'améliorer, proposer des variantes. Et c'est Orange, je crois, ou Free, qui avait utilisé une partie de Linux dans sa Freebox sans le déclarer, et donc sans citer la paternité de Linux. Et dans ce cas-là, c'est la licence Creative Commons d'open source qui a protégé Linux, et donc Free a dû payer des amendes à Linux pour avoir utilisé cette technologie à des fins commerciales sans le préciser. Donc c'est un des verrous actuellement qui existe et qui est efficace dans ce domaine-là. Il y a des vrais militants. C'est un mouvement hyper intéressant, le mouvement de l'open source en informatique. Richard Stallman, qui avait inventé le noyau Unix, en parle un peu partout. Après, pareil, c'est des réseaux qui sont compliqués à atteindre parce qu'on commence à s'habituer à un réseau de diffusion sur Internet qui nous est livré sur un plateau comme YouTube ou ce genre d'espace, et c'est des espaces auxquels on contribue facilement parce que c'est facile d'usage, c'est gratuit, on a juste à mettre adblock pour éviter la pub, etc. Richard Stallman, par exemple, on va avoir du mal à trouver ses conférences sur ce genre de plateforme parce que c'est quelqu'un qui incite personne à utiliser ces plateformes-là, et il ne passe que par des réseaux du libre, et du coup c'est compliqué de le trouver sur Internet si on n'a pas fait un peu d'effort pour le trouver, en fait. C'est un peu élitiste de sa part, et en même temps je trouve ça assez motivant. Et c'est vrai que, je parlais tout à l'heure du home server. Je sais qu'au collectif on était parti en stage avec un des membres du collectif chez Apo33, un hackerspace qui est basé à Nantes, et on a fini par créer ce truc qui est très bête, qui est un serveur qu'on avait branché chez nous, qui s'allumait avec une fourchette pour faire le contact avec la carte mère. Et en fait, c'est la première fois qu'on a stocké nos données nous-mêmes chez nous, et qu'on y accédait en FTP via cette adresse IP là. Cette adresse IP, c'est le numéro de téléphone de chez moi, un peu de ma ligne internet. Et on n'a jamais acheté de nom de domaine non plus pour pas qu'il soit référencé sur Google ou quoi, qu'il remonte dans ce genre d'espace. Et on stockait toutes nos données là-dedans, et puis on pouvait se servir à distance, on s'en servait comme disque dur en ligne ou quoi. Bon, je me suis fait rattraper par ma flemme, comme plein de monde. Je crois que j'ai acheté 1 Tera sur Google Drive. Et le serveur a arrêté de fonctionner. Et je m'en veux vachement, parce que je pense que c'est une démarche qui devrait concerner tout le monde. L'écologie de cette haute technologie qui est en fait très concrète et qui est pas du tout... cette idée du cloud, elle est assez hallucinante, justement. En fait. Comme si on envoyait dans un nuage un peu flou et qui a pas trop de matière nos données, alors que c'est des fermes de serveurs qui carburent à fond et qui consomment vachement d'énergie. Voilà, je sais plus trop où j'allais là, mais... voilà. Il y a d'autres réactions, d'autres questions? Bon, en tout cas, merci d'avoir assisté à cette table ronde, d'avoir participé à cette table ronde, la logistique, aux organisateurs. Moi, ce que je retiens, c'est que la low-tech, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de rester connectés à la base, que ça soit la base de la techno, parce qu'on a envie de la comprendre, on ne veut pas se faire dépasser en disant je maîtrise rien dans toute la technologie dans laquelle je vis, et il y a un moment j'ai envie de savoir, donc c'est ce côté décortiqué, rester connecté à la base, mais à la base aussi de l'environnement, rester connecté à la terre, rester connecté aux choses primordiales. Donc c'est dans ce sens où c'est quelque chose qui renforce la compréhension du monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est nécessaire, et ça ne va faire qu'enrichir la high-tech, puisque c'est un moment, quelque chose qui la repositionne dans la base pour mieux la faire rebondir et mieux comprendre l'essentiel de ce qu'on vit et à quoi ça sert, tout ce qu'on développe. Oui, et comme je reprends un peu ce que disait Clément, mais la collaboration entre artistes et
développeur, partageur, bricoleur de low-tech, elle est clairement évidente parce que c'est qu'à partir de là qu'on va réussir à toucher les imaginaires et les émotions. Et ensuite, en rajoutant la bonne couche de design qui va bien, en saupoudrant la petite magie qui va faire diffuser ça et adopter ça réellement par le plus grand nombre, on arrivera à un monde, je pense, beaucoup plus soutenable et souhaitable. Et donc, merci à ces deux artistes et cet ingénieur. Merci à vous. d'être venu présenter avec nous cette conférence. On s'excuse encore pour Christian, on espère qu'il va bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et merci à vous d'être venu assister à cette conférence. Et donc ne bougez pas, je crois qu'il y a une petite pause, mais ensuite il y a une conférence sur réinventer les villes en Europe d'ici une petite heure, je crois. Donc bon salon, merci. Et merci au collectif Cine pour toutes vos questions passionnées pendant le débat.